Donc, je m'appelle Frédéric Foren, je dirige une société qui s'appelle IDS Santé, qui est la filiale d'un groupe qui est néerlandais, basé à La Haye, qui est présent dans 15 pays à travers le monde et qui s'est développé il y a une vingtaine d'années sur un constat simple, c'est que les patients passaient plus de temps dans la salle d'attente qu'avec leur médecin et que le temps d'attente était un temps qui était extrêmement intéressant et qui pouvait être profitable pour diffuser des messages de prévention, faire du dépistage et améliorer la prise en charge des patients à risque. Et donc on a développé en 20 ans un réseau assez incroyable de salles d'attente qui sont des points d'information pour des points de contact pour tous les acteurs de l'éducation et de la prévention santé. Alors aussi bien les pouvoirs publics que l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire pour certains messages d'information de prévention et puis les associations de patients. Au départ, on est sur de la prévention primaire. C'est vraiment du dépistage sur les populations qui viennent voir leur médecin et qui qui viennent pour d'un motif un peu banal, une vaccination, une petite fièvre, etc. Et on va les interpeller dans la salle d'attente avec des messages de prévention du diabète, de l'obésité, du cholestérol. Et en fait, ils vont incidemment poser la question au médecin et puis réaliser que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de bilan sanguin, qu'ils sont peut-être dans un groupe à risque, qu'ils ont peut-être des antécédents familiaux qui nécessitent un contrôle un peu plus important. Le médecin de famille n'a pas toujours surveillé tous les paramètres et c'est l'occasion en fait de déclencher des choses. Donc on s'adresse à des populations qui sont non diagnostiquées, mais dans les maladies silencieuses, il y a une partie de patients qui sont diagnostiqués, il y a une grande partie, et c'est la plus dure, qui ne sont pas diagnostiqués. Donc l'industrie pharmaceutique se contente très souvent des patients qui sont déjà traités, mais ce qui intéresse les pouvoirs publics et potentiellement aussi l'industrie pharmaceutique, c'est de voir comment les patients qui sont dans la nature non identifiés peuvent être pris en charge plus facilement. Donc on est en prévention primaire. Pour le suivi des malades chroniques, on a rencontré en fait une société canadienne dont on assure la distribution en France, qui s'appelle Taxio et qui a mis en place en fait un écosystème mobile absolument incroyable qui communique en fait, qui synchronise avec tous les objets connectés du marché, donc qui est totalement indépendant des manufacturiers, mais qui permet de faire de la télémédecine, du télésuivi de patients atteints de maladies chroniques à des coûts qui sont 200 fois, 300 fois inférieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les systèmes de télémédecine. Donc ça part d'un principe assez simple, c'est de se dire que la télémédecine est verrouillée par des opérateurs qui sont dans des silos très verticaux, avec des solutions propriétaires, et que si on veut industrialiser, si on veut faire bénéficier le grand public, et donc des millions d'individus, des dizaines de millions à travers le monde, il faut des solutions qui soient très économiques et qui laissent une très grande liberté aux patients. Ben là, quand on regarde le téléchargement, par exemple, on voit que la santé connectée, et notamment dans le suivi des malades chroniques, c'est avant tout une question d'automesure. Et si je prends le cas de l'Allemagne, en Allemagne, il y a une culture de l'automesure qui est très très importante. La France l'est beaucoup moins. On vend beaucoup moins de tensiomètres en France, par exemple, qu'en Allemagne, avec une même échelle. Et par contre, dans la santé connectée, on voit que les Français utilisent très fortement cette application. En France, cette application aujourd'hui, elle est numéro 1 dans le domaine du suivi du diabète. Elle est numéro 1 dans le suivi du poids. Elle est numéro 1 dans le suivi de l'hypertension artérielle. Et sans aucune publicité, sans aucun investissement. C'est un modèle qui est assez intéressant, c'est de voir que les patients utilisent des outils qui sont mis à leur disposition et l'Apple Store fait le reste. Les commentaires positifs, le bouche à oreille fait le développement naturel. Et donc la France est vraiment en avance, je pense, non pas au niveau de son système de santé, mais au niveau de l'intérêt que les Français déjà portent à leur santé, le niveau d'équipement en termes de smartphone et le développement de ce type de solution qui fait que tout d'un coup, j'ai j'ai le stylo, j'ai l'encre, j'ai le papier et je peux me mettre à écrire. Et c'est une adoption qui est pas vue par les professionnels de santé et par le système. C'est-à-dire que les professionnels de santé ne connaissent pas l'application, sont encore très vigilants par rapport à leur usage. Et donc il y a deux mondes parallèles. Il y a celui des patients et du grand public, qui est mobilisé et utilisateur. Et puis il y a le monde des acteurs qui peuvent être industriels ou les acteurs
du système de santé qui, eux, voient pas encore cette révolution arriver. Et je crois beaucoup plus d'ailleurs dans une révolution qui sera bottom-up qu'une solution descendante telle qu'on l'a connue pour plein d'opérations. On le voit dans les expérimentations de télémédecine où sont souvent des programmes qui sont montés par les ARS, par l'État, avec les hôpitaux, etc. Mais où le patient fait partie de l'expérimentation, alors que là, c'est le patient qui peut faire partager son expérience au médecin. Et je pense que l'évangélisation par la masse remontante et par cette capillarité sera beaucoup plus forte que toutes les actions qu'on a pu mener par le passé. Donc et la frustration est là d'ailleurs, c'est que les patients ont les outils, mais ils n'arrivent pas encore à échanger avec les médecins. Donc, je pense à l'aube d'une révolution assez significative, mais une révolution qui viendra du terrain. Ça fait partie de notre stratégie, on est en train de construire un centre de formation. Je pense que il faut se retrousser les manches. Et pour moi, et c'est le plus grand frein que j'y vois, c'est le fait que dans leur formation initiale, les professionnels de santé sont encore formés tels qu'ils l'étaient il y a 50 ans. C'est-à-dire que le monde des technologies nouvelles est totalement absent de leur cursus de formation. Donc ils peuvent être eux-mêmes utilisateurs de smartphones dans leur vie personnelle. Ils peuvent eux-mêmes utiliser le smartphone pour avoir le Vidal et pouvoir conseiller ou accéder aux bases de données. Ils sont totalement encore en position d'attente par rapport à ces nouvelles technologies et à la façon d'utiliser ces nouvelles technologies. Typiquement, on a rencontré des jeunes médecins qui viennent juste de s'installer, qui nous disent on n'est pas payé pour regarder les tableaux de bord des patients. Donc c'est un autre monde qui est en train d'émerger. Et je pense que tant que la formation initiale, je pense qu'il y a une génération un peu sacrifiée honnêtement. Là où je suis particulièrement optimiste, c'est que les médecins nous disent notre meilleure source d'information sont les patients. Donc je pense que cette remontée par les patients et le patient qui arrivera en disant voilà, regardez docteur, j'ai mon tableau de bord santé, qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Et je pense que le changement de pratique peut arriver par le patient. Alors je pense que tous les acteurs de la prévention ont déjà démontré que la prévention avait généré des économies. Le problème, c'est que les actions de prévention sont souvent des grands discours et la difficulté, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est la capacité d'agir, d'influencer le comportement. Alors nous, dans nos observations, ce que l'on constate, c'est que la recommandation d'un médecin, d'un professionnel de santé a énormément de poids dans le comportement des patients et donc lorsqu'un médecin va donner un conseil et qu'en plus il va proposer la solution technique qui va permettre un suivi régulier, là on a deux leviers qui sont extrêmement importants pour modifier les comportements. Les objets connectés, si on prend ce qui est le plus connu, sont les bracelets, les trackers d'activité, ça intervient sur le micro-changement. Donc au lieu de se dire le 1er janvier, je vais faire un régime, je vais perdre du poids, je vais faire du sport et on a tous ces bonnes résolutions, l'intérêt de la santé connectée, c'est de non pas révolutionner sa vie du jour au lendemain, mais de changer au quotidien les mauvaises habitudes qu'on a prises, qui peuvent être de prendre les escalators au lieu de prendre des escaliers, de prendre l'ascenseur, de prendre sa voiture pour faire des petites courses, etc. Mais à partir du moment où vous fixez un objectif et vous avez un objet qui va demain certainement être dans votre costume, votre chemise, il y a le textile intelligent qui arrive, donc ça va être beaucoup plus facile, je pense, demain de vivre avec ces données. Les résultats sont là. Donc nous, on vient de mener une étude où on a équipé 1000 Français d'un Fitbit pendant 6 mois et on a mesuré leur activité dans 4 villes de France. On se rend compte que beaucoup de personnes ont changé leur comportement de façon quasi définitive. Je ne prends plus ma voiture pour aller à la gare pour prendre mon train. J'ai noté qu'en allant de chez moi à la gare à pied, je faisais les 10 000 pas que je m'étais fixé comme objectif. Donc, et du coup, je laisse tomber le device. J'ai plus besoin. Je sais que cette méthode-là est plus saine pour moi. Donc
c'est vraiment dans l'évaluation de ses propres performances individuelles. C'est si je vous pose la question combien de pas vous faites par jour, si vous n'avez pas de podomètre, vous n'en savez rien. Et tout le monde a l'impression qu'on marche beaucoup dans la journée, alors qu'au final, nos performances sont assez faibles. Donc le fait de s'équiper, c'est un bon moyen de changer. Donc je pense que la meilleure prévention, c'est la prise de conscience, c'est la responsabilisation de tout un chacun. Et ces objets-là, quand on met de côté la partie gadget, c'est disposer de données qui permettent cette responsabilisation. C'est comme si, imaginez que le thermomètre n'existe pas, on ferait j'ai quelle température, 36, 37, 38. Voilà, c'est très aléatoire. À partir du moment où vous avez un thermomètre, vous avez une précision au niveau de l'information qui est donnée.